Qui se ressemble, s'assemble, dit le proverbe. Eh bien, l'histoire que vous allez voir maintenant, et qui se déroule en mai 1998 sur le port de Dieppe, tenterait de prouver le contraire. Imaginez-vous en effet la rencontre improbable d'un garçon de 11 ans, Simon, seul et terrorisé dans la nuit, et d'une prostituée prête à tout pour lui sauver la vie. Ce fait divers à peine croyable m'a convaincu une fois encore que les récits authentiques sont toujours plus surprenants que les histoires nées de l'imagination fertile des romanciers. J'oublierai jamais cette nuit-là. Je dormais et mon père est venu me réveiller. « Maman est morte, viens la voir », il m'a dit. Je comprenais pas trop, mais j'ai obéi. Maman était malade depuis longtemps. Elle toussait tout le temps et il y avait des docteurs qui venaient la voir à la maison de temps en temps. Je vais dans la chambre de ma mère, j'ouvre la porte. J'étais avec ma petite sœur, elle avait 8 ans. Et mes deux frères, ils devaient avoir 3 ans et 5 ans en gros. Ma mère était dans son lit, elle avait sa belle robe, avec des fleurs dans les cheveux et dans les mains. Et puis tout à coup, mon père nous dit d'aller nous habiller. Et à moi, il me dit d'aller mettre mon costume du dimanche. Il était bizarre. Le gendarme Francis Lavergne vient d'être muté à Dieppe. Pour sa première nuit de permanence, on lui confie cette affaire. Une drôle d'histoire que celle du père de Simon. Quand l'individu s'est vu dans cette situation, seul, avec sa femme décédée, ses 4 enfants à élever, il a été pris de vertige, la panique, quoi. Hein. Il a dû penser aussitôt à sa propre enfance, à ses 7 ans, je crois que c'est l'âge qu'il avait quand sa propre mère est morte. Et bon, il s'en est jamais remis. Hein. Non, je crois que c'est clair, il a voulu éviter à ses enfants de subir la même chose que lui, quoi. Et pour ça, il était prêt à tout, et même à la pire des horreurs. On va à la mer. C'est comme ça qu'il nous a dit. Et sans d'autre explication, on débarque à Dieppe. J'étais mort de trouille. Pourquoi on va à la mer alors que maman est morte à la maison? Papa répondait pas à nos questions. Alors j'ai commencé à avoir mal au ventre tellement j'avais peur. Je regardais ma petite sœur et mes 2 frères. Ils dormaient déjà. Il fallait que j'agisse, mais comment? Les événements qui se télescopent à Dieppe cette nuit-là semblent tout droit sortis d'une tragédie classique. Car non seulement le petit Simon vient de perdre sa mère, mais il comprend très vite que, poussé au désespoir par ce décès, son père est maintenant prêt à commettre l'irréparable. Alors, tandis que le gamin terrorisé se recroqueville dans le fond de la banquette arrière, son père, les mains crispées sur le volant, fonce vers la jetée du port. Le premier miracle, c'est quand la roue a crevé. J'ai vu mon père sortir furieux pour réparer. Et là, mon cœur s'est mis à battre tellement fort que j'en ai eu mal. J'avais qu'une idée, sortir de là, quitter cette voiture sans faire de bruit. Le problème, c'est que ma sœur dormait la tête sur mes jambes. Et à chaque fois que je la bougeais, elle faisait du bruit. Enfin, j'y arrive, j'ouvre la porte, je marche à 4 pattes pendant quelques mètres, j'ose même pas me retourner, et puis je cours comme un dératé au hasard. Non loin de là, une femme, jupe fendue, arpente les docks. C'est Ninon, une ombre de la rue comme le chantait Edith Piaf. Dans un instant, ce n'est pas un marin en goguette qui va l'accoster, mais un garçon de 11 ans, totalement terrifié. Les derniers clients, on allait chercher sur les entrepôts avec ma copine Josiane. Je me demande ce qu'elle est devenue celle-là, tiens. Et ça me revient. On marchait le long des quais, et puis à un moment donné, elle est partie, elle m'a laissé planter là comme une conne. En plus, il a commencé à pleuvoir, tiens, comme aujourd'hui. Et puis tout d'un coup, j'ai entendu des pas derrière moi. Moi, j'ai eu la frousse, j'étais toute seule dans la nuit. Mais je me suis dit que c'était pas un homme, parce que les pas étaient plus légers, vous comprenez, et c'était peut-être une femme. Et je vous jure, j'ai eu la frousse de ma vie cette nuit-là.
c'était un petit gamin tout mignon, avec les cheveux en brosse, avec des yeux tout ronds tellement il avait peur. Alors j'essaie de le rassurer, de le réchauffer un petit peu. Et je me suis dit, c'est une fugue. Le gamin, il s'est enfui de chez lui, il est venu sur le port pour s'embarquer comme mousse et pour faire son tour du monde. Vous savez, c'est du déjà vu tout ça. Ninon accroche Simon par le bras et tente de le calmer. Mais le gamin se débat avec véhémence. Que fait-il au beau milieu de la nuit, seul sur les docks? S'est-il échappé d'un pensionnat? A-t-il commis un menu larcin? Fuit-il les gendarmes? À moins qu'il ne cherche à embarquer clandestinement sur un cargo. Le mythe du mousse des romans d'aventure a la vie dure sur les ports. Simon reprend son souffle, parvient à articuler des bribes de phrases. Papa, voiture, fou, frère et sœur, pneus crevés, maman, morte. Ninon remet les mots dans l'ordre et comprend soudain qu'un drame se joue non loin de là. Elle étreint le gosse affolé, scrute la nuit dans la direction qu'il indique. Un mois après l'autre, j'ai commencé à comprendre. La mère, elle est morte et le père, il est devenu fou. Alors, je l'ai serré un peu plus fort contre moi parce que le pauvre était tellement ému qu'il frissonnait comme un malade. Et puis, il m'a dit, c'est pour nous noyer que mon père nous amène à la mer. Alors là, mon Dieu, mon sang s'est glacé et je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Mais quoi? Je sais pas quoi faire, les pauvres petits. Tandis que le père s'acharne à réparer son pneu, que le cric glisse, qu'il le remet en place en pestant, que les enfants dorment sur la banquette arrière, Ninon réalise toute la portée du drame. Elle doit agir, et vite. Elle ne peut pas abandonner le gamin sans courir le risque qu'il se précipite vers la voiture et soit repris par le dément. Son seul espoir, retrouver rapidement sa copine Josiane pour qu'elle lui vienne en aide. Il y avait du brouillard et il y avait du vent, alors j'ai quand même réussi à trouver Josiane, et je lui ai tout expliqué. Je lui ai dit, bon, tu prends le gamin et puis tu vas prévenir les flics. Puis à un moment donné, dans les phares de la voiture, on voit une femme comme ça qui avance en courant, en tenant un gamin par la main qui avait un petit peu de mal à la suivre. Alors moi j'ai pensé tout de suite que le gamin il était emmené de force. Donc on les a arrêtés, on les a séparés, on a mis l'enfant dans la 4L à l'abri derrière, et puis on a interrogé la fille. Alors nous on ne la connaissait pas Josiane à ce moment-là parce qu'on était nouveaux. Et alors, elle avait du mal à respirer, elle nous racontait des tas de trucs qu'on avait vraiment du mal à suivre. Moi j'ai trouvé ça très bizarre et donc on les a emmenés pour les interroger. Quand j'ai vu qu'il commençait à mettre des menottes à Josiane, je suis devenu fou. En même temps, crier ça servait à rien, personne ne m'écoutait. J'étais un gosse et complètement paniqué. Alors j'ai pris mon souffle et j'ai pensé très fort à ma sœur, à mes frères et à ma mère, qu'on avait laissé sur son lit, avec sa belle robe. J'ai fermé les yeux et je me suis répété plusieurs fois « Maman, aide-moi. Maman, aide-moi. » Le ton de la voix du gamin m'a complètement déconcerté. C'était une voix blanche, une espèce de terreur au fond de la gorge, et pourtant il n'y avait rien qui sortait, parce que le gamin il voulait pas montrer qu'il était terrorisé. Et je revois encore ses yeux là qui me fixaient comme ça. Enfin, le gendarme Lavergne prend au sérieux le récit de Simon. Pendant ce temps, Ninon, libre, n'a qu'une idée en tête, arrêter ce père désespéré, prêt à sacrifier ses enfants. Elle se débarrasse de ses escarpins et court à perdre haleine en direction de la voiture. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai sorti le même baratin qu'aux autres. Et je lui ai dit, sans seul chérie, on veut un peu de compagnie. Enfin bon, les trucs que je sors d'habitude. Sauf que cette nuit-là, c'était une question de vie ou de mort. Alors j'ai réussi à m'asseoir devant et puis je lui ai sorti le grand jeu, quoi. Enfin, je l'ai excité un peu, quoi. Mais comme les gamins ils dormaient derrière, je pouvais m'exprimer. Et vous savez, j'ai du vocabulaire à revendre. Hein. Le type, il avait complètement perdu la tête. S'il n'y avait pas eu le courage de Ninon, de cette femme-là, c'est sûr que les gamins, ils y passaient. Hein. Ils n'étaient pas très loin de l'acheter. Non, c'est un vrai miracle. Rien à faire, hein. J'arrivais pas à détourner son attention. Alors il m'a pris par le bras, il m'a jeté de la voiture, et puis moi je suis revenue à l'attaque parce qu'il fallait que je gagne du temps, vous comprenez? Et là je suis allée franchement, je lui ai dit mais vous avez pas le droit de tuer vos enfants, ils ont rien fait. Et
Et là, il est resté un petit peu étonné et je lui ai expliqué qu'évidemment, c'était Simon qui m'avait averti. Il a regardé dans la voiture, il a vu que Simon n'était pas là. Alors là, il a poussé un cri de rage, il a foncé sur moi, il m'a étranglé. Et moi, je lui ai dit, mais très calmement, vous voulez une victime de plus, hein, c'est ça? Et là, ça l'a troublé quand même. Hein. Mais bon, moi, j'avais peur qu'il remonte dans la voiture et qu'il redémarre. Bah, moi, j'ai dit au gars de ne pas mettre la sirène et puis d'avancer doucement, même s'il y avait urgence. Et donc, quand on est arrivé en vue du véhicule, à ce moment-là, on a vu Ninon qui a été éjecté de la voiture et qui est tombé par terre. Et à ce moment-là, mon collègue a appuyé à fond sur l'accélérateur. Le type, évidemment, a voulu partir, mais nous, on l'a bloqué en faisant la tête à queue. Et puis là, c'était fini. Puis le gamin, quand il a vu son papa qui était emporté par les flics, qui gesticulait et qui hurlait, il est venu vers moi. Il m'a regardé avec ses petits yeux pleins de désespoir et puis il m'a dit tu veux pas nous laisser tout seuls, hein? Excusez-moi, j'en pleure encore. Elle m'a dit qu'elle devait partir, mais qu'elle allait revenir bientôt. Je l'ai jamais revue. La dernière image que je garde d'elle, c'est sa silhouette qui court pieds nus sur le port et qui disparaît. C'est tout. J'ai bien essayé de changer de vie, d'avoir une vie un peu plus digne. Je m'étais même dit que je pourrais peut-être adopter le gamin. Vous savez, cette nuit-là, j'ai eu l'impression que ma vie elle avait un sens. J'en ai oublié les déceptions, les humiliations. Mais bon, rien n'a changé. Ça n'a pas marché. Et on ne change pas de vie comme ça, vous savez. J'ai eu des dettes, j'avais besoin d'argent, et puis moi, l'argent, je ne sais pas le gagner autrement. Alors, j'ai repris le travail. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Quand nous avons rencontré Simon, il distribuait bénévolement des repas chauds aux indigents sur les docks du port de Dieppe. Peut-être espérait-il de cette façon revoir sa bienfaitrice, revoir à nouveau, au hasard des rencontres, la femme au grand cœur qui les avait sauvés. Le miracle ne s'est pas produit de cette manière. Après nous avoir fait le récit de cette nuit poignante, c'est Ninon qui a décidé d'aller à la rencontre de Simon. Elle m'a téléphoné pour me dire que 7 ans après les faits, elle et Simon venaient de se retrouver. Quand je vous dis que certaines histoires vraies dépassent de beaucoup la fiction,